L'Observatoire de la diversité culturelle vous propose cette émission consacrée à la diversité culturelle et à ceux qui la font. Pourquoi la diversité? Parce que malgré les discours, les dispositifs variés et cette convention qui a été votée il y a plus de 6 ans à l'UNESCO, la diversité culturelle demeure le point aveugle de notre condition moderne. Diversité rime avec pluralisme, pluralité. La pluralité, elle s'incarne d'abord et avant tout dans la poésie qui explore les territoires de la subjectivité qui fonde notre liberté et si nécessaire à notre vouloir vivre ensemble. Et la poésie arabe écrite en France l'illustre éloquemment, et notamment la poésie de Maram al-Masri. Bonjour Maram. Bonjour. Alors vous êtes né à Latakia en Syrie. Alors Latakia n'est pas un lieu fortuit pour la poétesse que vous êtes. Certes, c'est une ville dans l'ancien temps, elle s'appelle Lawadissa. C'est le sœur de l'Iskandar le Grand. Il a fait cette ville et puis il a nommé par le nom de sa sœur. Et puis au fur et à mesure, il a pris le nom de Latakia. Mais en même temps aussi, elle était une ville qui a été écrite par un grand poète arabe, Al-Mutanabi, parlait de la problème religieuse qui se déroule en elle. En même temps, c'est une ville où on a trouvé le premier alphabet du monde, Ugarit. Voilà. Ah, c'est la ville où a été fondée, a été découvert le premier tablette d'alphabet qui a donné naissance à l'écriture moderne, à l'écriture du monde arabe. Il n'y a pas de coïncidence là. Qu'est-ce que c'était vivre en Syrie pour la jeune fille que vous étiez à ce moment-là? J'ai passé mon enfance à cette ville et puis après je suis partie à Damas pour faire mes études. Mais c'est une ville dans le calme, assez bourgeoise, sur la mer. J'ai joui d'une liberté qui n'était pas donnée aux autres filles de ma ville. Autant que ma famille, c'était une famille laïque, une famille libre. Ma mère était directrice d'école et j'avais un grand frère qui est poète lui-même, qui m'a quand même enseigné la poésie, enseigné la couleur, enseigné les peintures. Ainsi, il m'a enseigné la danse et toute cette liberté qui je jouis maintenant dans mon esprit, c'était, je pense, grâce à lui et grâce à tous les gens qui m'ont poussé à le lire. Parce que je pense que si je n'avais pas un frère cultivé, qui aime le théâtre, qui aime la poésie, je pense que je serais une femme normale, entre guillemets, même ça sera très bien. Mais il m'a donné, je pense, cette virus à aimer, à explorer, et à aimer à lire, et à aimer à évader de mon condition humaine pour vers l'art et les littératures. C'est d'ailleurs lui, votre frère, qui vous publie sans que vous le sachiez. Non. Vous publie ce premier recueil qui s'appelle « Je te menace d'une colombe blanche ». Alors, c'était quoi ce recueil? C'était, en vous lisant, c'était les lettres à votre amoureux? C'était ça, c'était ça. C'était un petit poème que j'ai écrit chaque jour dans une lettre d'amour à mon amoureux, qui était à ce moment-là, c'est un garçon chrétien. Et pour un musulman, c'était un acte de révolution. Et je pense que j'ai fait mon première révolution d'aimer ces garçons et défendre l'idée que les êtres humains, ils ont tout le droit de s'aimer et d'échanger leur âme et leur pensée avec autrui. Et cette lettre d'amour était un jour, il m'a quitté et puis un poète, un ami à mon frère, s'appelle Banda, qui est venu pour me les chercher. Et puis il m'a publié toutes les lettres dans les journaux comme Saoura, comme El Bas. Et comme je me suis émigrée en France, je pensais que c'était un transit de ma vie, que je vais revenir en Syrie après. Mon frère, dans cette absence, il a collectionné tous ces poèmes qui étaient dans mes tiroirs et puis il a fait un livre en commun, s'appelle « Je te menace une colombe blanche ». Et pourquoi le titre? D'où vient le titre? Un titre, il vient d'un poème d'un troisième poète qui s'appelle Mohammed Sidi, qui est mort maintenant.
Et dans un poème de lui, mon frère, il a pris cette petite phrase. Mais chaque poète, il avait son petit titre. Moi, ma part s'appelle Habitante de la Terre. Et puis, Mohamed Saïdi, c'était Je te menace. Et mon frère s'appelle, je ne me rappelle plus son petit parti. Alors, on était 3 poètes, tout collectionnés dans cette petite livre, Je te menace, Colombe blanche. Vous étudiez alors la littérature de langue anglaise, je crois. Parlez-moi un peu du milieu de Damas, avant que vous quittiez Paris. Avant que Paris. Bien sûr, j'avais la chance d'être dans ces familles qui m'ont laissé partir à Damas, parce que c'était difficile pour une fille musulmane de partir de chez elle, de vivre loin de sa maison. D'ailleurs, une femme ne dort jamais dehors de sa maison. Non. Et ma famille, ils m'ont donné cette opportunité d'aller à Damas, de faire de littérature anglaise. Même à un moment, j'avais un peu l'hésitation entre aller faire le Beaux-Arts ou littérature anglaise. Et puis après, j'ai choisi littérature anglaise parce qu'elle était plus près de mon copain. Ah, d'accord. À ce moment-là, c'est bizarre, à ce moment-là, tout l'amour, elle était le centre de notre vie. Comme on a 18 ans, elle avait tout, on fait tout construire autour de cette petite point de notre vie qui s'appelle l'amour. Ah, pourquoi Paris? Vous quittez, c'était justement pour... J'ai quitté parce que je me suis mariée avec un étudiant de littérature d'ailleurs en Sorbonne ici. Et je suis venue en pensant que ça va durer 1 an, 2 ans, puis après je dois revenir chez moi. Et puis après, il était de l'attaquer. D'accord. Et puis après, je suis divorcée, et puis j'ai resté ici. Oui. Alors, c'est un moment difficile dans votre vie, puisqu'on, vous le dites dans votre préface, une de vos préfaces, on vous arrache l'enfant. Ils m'ont enlevé un enfant, mon premier enfant, elle a 18 mois. Et vous étiez à Paris? J'étais à Paris. Alors. Et mon ex-mari, je pense que c'est une sorte de punition que les hommes affligent aux femmes le moment que les femmes décident d'aller ailleurs. Et c'était mon première punition, c'était d'enlever mon enfant, c'est vrai, à 18 mois. Et j'ai resté 13 ans sans pouvoir le voir. À 13 ans? 13 ans. Et c'est ce qui explique votre silence durant toutes ces années-là? Exact. Ce silence douloureux et pénible. Je pense à ce moment-là, on mit un oreiller sur la bouche de notre âme. Je pense aussi le succès de mon premier livre, Je te menace de Colombe blanche, parce que tous les critiques n'ont parlé que cette partie. Il m'a fait peur d'écrire quelque chose qui soit moins important et moins révolutionnaire que celui-là. Et puis aussi le sujet de l'amour que j'avais, qu'il a alimenté mon imagination, était parti. Et puis en plus d'adopter une autre civilisation, une autre culture. Et il m'a fait un peu éloigner de mon source, de mon pays natal et mon culture et mon tout. Ça veut dire j'avais comme si j'ai mis un rideau sur tout mon passé. Pourtant, vous êtes une sorte de rebelle dans l'âme, une combattante, on dirait une battante, si c'était pas trop caricaturé ce terme maintenant. Mais alors, comment on réussit? Parce que je pense à un moment, on est tellement fragile et vulnérable. Je me trouvais en France seule avec un enfant qui était kidnappé et j'ai fait ma vie avec une famille française que j'ai adorée, que j'ai aimée. Et je pensais que c'était toute cette punition que je méritais quelque part. Et alors j'ai essayé de montrer le meilleur de moi, j'ai essayé de me sacrifier quelque part mon moi à moi pour être aux autres civilisations, ou être française, ou être une Syrienne, ça m'a plus. Je ne veux plus être syrienne quelque part. Je refusais cette partie de vous à un moment, oui, à cause de cette tristesse et cette rage.
et que je n'arrivais plus à revoir mon fils et je sentis que c'était un sorte de... Le seul moyen de montrer mon rage, c'était à négliger, à tourner le dos à mon culture. Y compris la poésie. Exact. Parce que la poésie, c'était la langue. Et la langue, c'est le conscient du peuple. Oui. C'est l'âme du peuple, c'est la culture. Et en négligeant, en refusant cette langue, j'ai refusé tout ce qui va avec. Il y a dans un de vos récents recueils, Les âmes aux pieds nus, qui est paru en 2009, vous exprimez très bien cette condition féminine. Et j'aimerais que vous lisiez un de ces poèmes tiré de ce recueil. Je vais le... D'ailleurs, c'est un livre qui est interdit en Syrie aussi. Ah bon? Il est interdit? Voici Ils ont refusé de le publier en Syrie à cause de je ne sais pas quoi. Il a toujours des raisons. On va y revenir. Oui. Il a toujours des raisons. Alors, quel livre quel poème vous aimez que je vous lise? Le premier, peut-être. Le premier. Cette idée des livres qui m'était venue en voyant une femme près de moi partir dans les directions où j'y étais. Et cette femme, elle a l'air une femme heureuse. Elle est en bonne santé, elle avait un enfant en bonne santé dans un poussette magnifique. Je me suis demandé, est-ce que cette femme, elle peut être violentée? Est-ce qu'elle vit une histoire horrible, etc. Et en arrivant à la maison de halte violence, cette femme frappait la porte aussi. Alors je me suis dit à ce moment-là, combien de femmes qu'on ignore, qui sont près de nous, qui souffrent et qui n'ont pas la force, la parole à leur dire. Alors je prie leur mission. Qu'est-ce que c'est un poète s'il ne prend pas son mission lui-même? Voilà. رأيتهن هن ووجوههن الزرقاء المموهة هن والكدمات المخفية بين سيقانهن هن وابتساماتهن الواهنة رأيت تلك النساء يعبرن الشارع أرواح حافية الأقدام يلتفتن إلى الوراء خائفات أن تلحقهن أقدام العاصفة سارقات القمر يعبرن متنكرات بنساء عاديات لا يثرن الشبهات سوى لمن كان يشبههن. Merci. Il faut le lire en français quand même. Oui, allez-y. Je ne peux pas. Moi. C'est vous qui doit lire en français parce que moi je peux pas. Ah d'accord, je m'y mets. Alors c'est le premier. Je l'ai vu, elles, leur visage au bleu camouflé, elles, leurs meurtrissures cachées entre les cuisses, elles, leurs rêves capturés, leurs mots muets, elles, leurs sourires fatigués. Je les ai vues toutes passer dans la rue, âme aux pieds nus, regardant derrière elles, inquiètes d'être suivies par les pieds de la tempête. Voleuses de lune, elles traversent déguisées en femmes normales. Personne ne peut les reconnaître, sauf celles qui leur ressemblent. Merci. Eh bien, cette condition féminine, eh bien, vous la vivez ici, mais pourtant, il y a des modèles de femmes libres ici. Enfin, le mouvement des libérations des femmes est passé en France, en tout cas. Comment vous avez voulu être française en étant... Le problème de tous les immigrés, je pense, surtout, je peux parler de moi aussi, oui. qu'on n'est plus de patrie quelque part. Ça veut dire, en partant en Syrie, j'ai peur. Je sens que je ne suis plus syrienne, je suis étrangère. Et en revenant à Paris, je me sens toujours l'étranger. Pourtant, je suis française et je suis syrienne. Alors, ça veut dire additionner toutes ces cultures en moi. Des fois c'est fatigant. Il faut des fois faire un grand effort à être le citoyen qu'on doit être. Alors,
je pense que c'est ça aussi qui est aussi comment s'appelle-t-il, le sève de notre poésie, c'est d'explorer cette dualité en nous, et cette aussi complicité et cette diversité qu'il est en nous. D'ailleurs, le livre « Je te regarde », il parle de ce visage qu'on a, cette multifacette de l'humain qui nous hante. On est 2 fois syrienne, je suis 2 fois française, mais en plus, à la fin, je suis le pluriel de tout, je suis un être humain, un habitant de la Terre, qui revient à mon premier livre. Alors vous, justement, Je te regarde, ce recueil publié à Beyrouth et qui obtient le prix de poésie de la Société des gens de lettres, et il s'est construit comme un miroir, justement, et il y a 2 personnages, la poétesse et une putain, qui se parlent et se regardent. Hein. Il y a toujours quelqu'un qui nous ressemble quelque part, a dit la putain en souriant avec confiance, en regardant par la fenêtre comme si elle avait vu son rêve, un arbre chargé de fruits. Dans ce recueil, vous bougez les lignes entre féminin et masculin. Hein. Vous accaparez de la part masculine en vous et vous l'affirmez de belle manière. Alors, elle dit, et je vous lis encore, « Oui, je l'ai dévoré, j'étais affamé comme un homme, et comme un homme, mon désir l'a renversé, paré de sa virilité. » C'est magnifique, mais aussi très troublant. Vous avez dit tout à l'heure qu'on vous censurait dans votre pays. Vous avez conscience que ça aussi, ce genre de poésie où vous affirmez ce désir féminin peut troubler aussi les lecteurs. En même temps, il le ravit d'une certaine façon également. Alors, comment vous assumez cette charge-là de sensualité et de masculinité? Je pense qu'il faut, et des fois, il faut qu'on arrête l'hypocrisie des êtres humains. Nous sommes plusieurs. Nous sommes femmes, nous sommes hommes, et nous sommes animaux. On est vent, on est mer, on est tout en seule personne. Et c'est ça que j'ai toujours voulu passer ce message, qu'il faut jamais rester sur le préjugé. Cette femme, là que je parle, la petite pute, et cette femme qui a l'air aussi une femme normale, une femme qui c'est une mère, c'est une femme qui vit quotidiennement, il achète sa petite pain, elle vit une histoire triste, il est mère, il est abandonné, il a des rêves, il a des désirs. Je voudrais montrer que rien n'est pur 100% et rien est noir 100%. Mais pourtant, nous vivons dans une société, malheureusement, y compris en France, qui se catégorise, se referme sur elle-même. Et ce message-là, enfin, il passe bien sûr, heureusement, mais n'avez-vous pas peur, justement, de vous faire lapider? J'aurais jamais dit ça il y a 10 ans, mais aujourd'hui... c'est un risque. Écrire en poésie, c'est un risque quotidien. C'est un risque de publier un poème, de dire... C'est un risque, surtout pour une femme, n'importe où dans le monde. Hein. Et moi, je pense, comme mon livre a été traduit en Angleterre, il y a un grand article qui a été écrit sur le Times en disant « Bonfires of Taboo », ça veut un boucher de tabous. Pour eux, j'ai brûlé tous les tabous. Et pourtant, je sais pas, je peux pas dire que je suis innocente de ce désir de se dénuder et se montrer les visages secrets des êtres humains, mais je le fais avec beaucoup de sincérité, beaucoup de vouloir, parce que c'est quoi la littérature, c'est quoi la poésie, si on ne montre pas notre blessure, si on ne montre pas notre intérieur, qu'on montre les réalités de l'être humain. Parce que la poésie, c'est une thérapie. Comme toutes les littératures, il nous façonne, il nous fait mieux, il nous embellit, il nous montre comment on peut vivre avec l'autre. Ah oui, vivre avec l'autre. Dans Le Retour de Walada, publié aux éditions Almanar en 2010, vous allez un peu plus loin dans cette quête. Et là, notamment à travers la figure d'une princesse andalouse du XIe siècle, du temps des Omeyyades, et vous établissez une
par ailleurs, une géographie d'une Europe révolue, qui était la civilisation arabo-musulmane. Au pays de Cham, je vous lis juste un extrait. Les mosquées rêvent de vos églises, les abricotiers appellent vos orangers, les campagnes, les rivières et les montagnes, les souks et les ports et les colonnes de Palmyre et les tablettes du Garit et les peuples du nord et du sud, son opulence et sa volupté. À travers moi, vous chante et vous salue. Alors, votre préfacier, qui est un des grands philosophes français, Jean-Paul Zweig, évoque pour vous, sur vous, cette filiation, cette grande sororité qui remonte à Sappho. Oui. Alors, qu'est-ce que ça vous... Comment vous l'interprétez? Comment comment j'ai eu cette idée? Cette idée-là, j'étais en résidence en Espagne. Et l'Université d'Espagne, ils m'ont convié à écrire. Et c'était un projet d'écrire un livre, un poème, avec des photos. Photos de moi dans le palais d'Alhambra. Et pendant cette séance de photos, j'avais vraiment le sentiment de revenir dans mes lieux. Et moi, les filles de Damas, la fille de la Syrie, parce que Walada, c'est une Omeyyade, elle vient, ses grands-parents sont de Damas. Et je me suis dit, voilà, cette femme, elle revient. Et qu'est-ce qu'elle voit? Qu'est-ce qu'elle voulait dire? Je me suis quelque part pris son âme et parlé en travers de moi sur sa langue. C'était une grande émotion pour moi. Parce que c'est vrai, à un moment, j'ai oublié que c'était moi. À un moment, je pensais que j'étais elle. Et je suis vraiment hantée par cette âme de cette femme qui était connue par sa liberté, par son audace et sa beauté. Et explorer dans son histoire. Et l'histoire maintenant, qui se déroule maintenant dans notre pays, le regard d'Europe sur notre pays, ça veut dire, je suis pas du tout la sensation d'infériorité d'être arabe vis-à-vis de l'Europe, mais je pense l'Europe, qu'il est partie de chez nous, normalement dans l'ontologie, il est parti de chez nous pour être ici. Et cette fraternité, c'est ça que j'ai envie de dire, cette chant d'amour, chant d'amitié, chant d'humanité qui je donne en travers de moi vers l'Europe. Parce que cette cassure qui était arrivée avec la guerre de Palestine, la guerre d'Irak, et le problème de, comment s'appelle, l'attentat le 11 septembre, d'ailleurs, il a un poème sur le 11 septembre, l'Europe, l'Occident nous regarde très mal. Et je pense qu'il nous doit de reconsidérer leur regard vers nous. Parce que les Arabes, c'est une grande civilisation, c'est une grande culture, c'est un grand raffinement. Et en travers de ce livre, j'ai fait cette chante. Justement, alors parlons de votre style qui est très particulier. Il est Salah Stétier, ce grand poète libanais, dit de vous que vous écrivez au lecteur de façon personnelle, une lettre très personnelle. Il est court, vous écrivez en vers court, vif, les enjambements sont nombreux et donnent cette nervosité à votre poésie et en même temps cette très grande sensualité. Vous êtes une poète, vous êtes l'anti-Scheherazade d'une certaine façon, une poète moderne. Alors comment travaillez-vous votre matière poétique? Je travaille avec une matière très crue, très primaire. Comme je dis toujours, je suis une poète de l'expérience, de vie. Je suis poète de vie, je ne suis pas du tout de poète de langue. Et pourtant, j'utilise la langue pour mes poèmes. Et je ne sais pas, je pense et je crois toujours que la poésie ou les productions humaines, ils sont très liés à
Ils sont certes de biologie aussi, c'est-à-dire ils sont comme notre yeux, comme notre cheveux, ils sont liés à notre personnalité, à notre histoire, à notre culture. C'est ça qui fait que notre production, il nous ressemble. Quelque part, je pense que cette quête d'écriture qui est liée à moi, et rien qu'à moi, il est lié à toute la vie qu'il m'a façonné, à tous les livres que j'ai lus inconsciemment, ils ont resté endormis dans mon subconscient. Il est lié à toutes les couleurs que je vois, à tout le mouvement que je capte. D'ailleurs, mon dernier livre, là, je sais qu'il va sortir chez Bruno Doucet. Je dénude de mon âme aux éditions... Non, c'est pas, on a changé on a changé, parce que c'est un livre qui est déjà sorti en Espagne, oui. s'appelle on a changé pour Par la fontaine de ma bouche. Ah, Par la fontaine, encore plus beau alors. Voilà. Qui va sortir donc nécessairement en mars, voilà, aux éditions Bruno Doucet. Voilà. Il part de cette travail, de cette relation entre l'écriture et moi. Oui, il y a effectivement, vous allez encore plus loin dans cette quête, ce dépouillement qui est constant dans votre poésie. Et alors, que vous inspirent les événements actuels au Proche-Orient? Je suis fière et je suis heureuse parce que là, ils sont réveillés. Et comme on a dit tout à l'heure, et le monde arabe ne sera jamais comme avant. Et j'espère, avec tous les risques qu'ils peuvent avoir de déséquilibre, parce qu'il y a des fois de mauvaises situations, elle tient un petit déséquilibre, mais on prend l'habitude avec. Là, cette révolution, je pense, cet éveil de ce peuple, il signifie beaucoup, beaucoup de choses. J'ai beaucoup d'émotions, j'ai beaucoup de fierté, et je souhaite à tout le peuple, n'importe où qu'il soit, qui fait le même réveil, qui enlève cette dictature que nous... Des dictatures aussi de pensée, hein. Ce n'est pas seulement des dictatures de gouvernement, il y a aussi les prisons qui nous prisonnent dans notre âme. J'espère qu'on devient un vrai libre parce que sans cette liberté, on ne sera pas un bon citoyen. Eh bien, nous sommes au terme de cette émission. Voici les livres qui nous ont aidés à préparer cette rencontre. D'abord, Les âmes aux pieds nus de Maram. Bien sûr, je te menace d'une colombe blanche. Ensuite, le second, le recueil, le deuxième plutôt, la cerise, ça c'est la version italienne, cerise rouge sur carrelage blanc. Le carrelage blanc, qui a reçu d'ailleurs le prix d'un des plus grands poètes, Adonis. Le Forum culturel libanais. Au Forum culturel libanais. Il y a également Je te regarde, illustré par Youssef Abdelhake. Il y a le traducteur François Durazzo qui vous a accompagné dans nombreuses œuvres et qui a fait un travail remarquable. Je le dois beaucoup, oui. Voici aussi le retour de Walada et Douleur aussi, le jeu de mots, Douleur, qui est aussi le piège. Voilà, et ainsi que les autres recueils, bon, qui sont en version originale. Mais bon, alors on va s'arrêter là pour l'instant. Je vous signale notre prochain rendez-vous qui est avec Maram El-Masri en compagnie de Salah El-Hamdani le 11 mars, vendredi le 11 mars à 19h au Centre culturel Jean Cocteau. L'entrée est libre dans la mesure des places disponibles. Vous êtes les bienvenus. Et si vous voulez des informations, c'est sur combatmagazine.org, combat-magazine.org. Alors, je vous salue et je vous remercie, Maram, de cette émission, d'être venu nous voir. Et je vous donne rendez-vous à une prochaine émission.